Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier les organisateurs, mes amis Zélavidine et Azdine, de m'avoir associé à leur congrès. Alors, désolé, j'ai changé un peu l'intitulé du titre. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation. La prostatectomie est une option dans la prise en charge du cancer de la prostate, de haut risque. On verra. Alors, comme vous le savez, au moment du diagnostic, entre 10 à 30% des cancers de prostate sont des cancers au risque de maladies micrométastatiques au diagnostic, au risque de récidive locale ou de récidive métastatique après traitement local. Alors, non traité, un cancer au risque ou très haut risque, c'est 35% de risque de mortalité spécifique. Alors, quelle prise en charge allons-nous proposer à ces patients? Prostatectomie radicale ou radiothérapie? En fait, il y a beaucoup de controverses qui sont liées au fait qu'il n'y a pas d'études randomisées prospectives comparant la radiothérapie à la prostatectomie dans le haut risque. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a les études rétrospectives comparatives, il y a beaucoup de biais qui rendent la comparaison très très difficile. Alors, je commence rapidement par rappeler les définitions du haut risque. C'est les définitions de la classification d'Amico, la NCCN, l'OAU, l'AUA. Il y a également les cancers dits très haut risque, définis selon les critères Stampede par un stade clinique CN1, CN+, et ou deux des trois critères suivants. Un PSA supérieur à 40, un ISUP 4-5 ou un stade clinique T3, T4 à l'IRM. Alors, le cas clinique d'un patient jeune de 67 ans, HTM équilibré, qui a des troubles urinaires avec un score IPSS à 20. C'est un malade qui est gêné sur le plan urinaire, avec un PSA à 22, toucher rectal, un stade clinique T2B à droite, et avec à l'IRM, un nodule PRAT5 périphérique droit qui bombe sur la capsule prostatique. Alors, biopsie par fusion d'images conclut à un adénocarcinome ISUP 4, glézonoïde 4+4. Bilan d'extension conventionnelle, TDM TAP scintigraphie M0. Au total, c'est 67 ans, symptomatique urinaire, adénocarcinome localisé, très haut risque. Très haut risque, pourquoi? Parce que il est ISUP 4 et il a un stade clinique T3. Alors, quelle prise en charge pour ce haut risque? Radio-hormono 18-36 mois, radio-hormono intensivé par une hormonothérapie de nouvelle génération, prostatectomie avec curage étendu, prostatectomie avec intensivé par une hormonothérapie de nouvelle génération, ou bien une prostatectomie multimodale. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va revoir l'essai Pharos. C'est une étude multicentrique européenne qui s'est intéressée au devenir des patients au risque et très haut risque traités par radiothérapie ou bien par prostatectomie radicale. Alors, ils ont constaté qu'un certain nombre de ces patients vont évoluer, soit localement, soit de façon métastatique. Alors, à 5 ans, 21% des patients opérés ont développé des métastases contre 12% des patients irradiés. Entre parenthèses, les patients irradiés ont reçu une hormonothérapie. À 10 ans, 30% des patients sont décédés. 50% des patients ont développé un événement oncologique type récidive locale ou récidive biochimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à court ou bien à moyen terme, on ne guérit pas les patients au risque et très haut risque. Alors, raison pour laquelle il faut optimiser au maximum le traitement local et intensifier le traitement systémique. Alors, les radiothérapeutes, ils l'ont compris il y a plus que 12 ans, plus de 14 ans, 14 ans, c'est ça. Ils ont intensifié leur radiothérapie par un traitement systémique à base d'hormonothérapie de première génération, ce qui a permis d'améliorer leurs résultats oncologiques en termes de survie globale, spécifique et survie sans progression. Puis, en 2022, l'étude Stampede a démontré le bénéfice d'intensifier la radio-hormono par une hormonothérapie de nouvelle génération. On voit bien l'écart des courbes de survie qui démontrent qu'il y a un bénéfice oncologique à l'intensification de cette radio-hormonothérapie. Et puis, ils ont optimisé la radiothérapie locale par l'escalade de doses, ce qui a permis d'améliorer également
davantage la survie globale, la survie spécifique et la survie et la PFS également. Donc tout ceci a débouché sur le fait que la radiothérapie, hormonothérapie est un standard de prise en charge des cancers de prostate haut risque. Et chez les patients qui sont très haut risque STAMPID, l'ajout d'une hormonothérapie de nouvelle génération type acétate d'abiraterone est également un standard. Alors, ceci donc va déboucher sur le fait que la certitude qu'on a maintenant, c'est que la radio-hormono, il est mieux que la radiothérapie seule. La radio-hormono intensifiée par l'hormonothérapie de nouvelle génération est meilleure que la radio-hormonothérapie. Mais, est-ce que la radio-hormonothérapie est meilleure que la prostatectomie? On n'a pas de réponse. Il faut attendre les résultats de l'étude prospective SPCG15, qui a comparé la radiothérapie hormono à la prostatectomie dans les hauts risques. Est-ce que la radio-hormono intensifiée fait mieux que la prostatectomie multimodale? Là aussi, on n'a pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelques études rétrospectives, notamment cette étude méta-analyse qui a été publiée donc en 2016. C'est 30 études, c'est 11 600 patients. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors, comme résultat, donc on a généralement, donc en termes de survie globale et en termes de survie spécifique, les résultats de la prostatectomie sont au moins équivalentes à celles de la radiothérapie. Mais on a constaté qu'il y a une surmortalité des patients qui ont reçu la radiothérapie. Alors, une deuxième étude qui est très intéressante, récemment publiée en 2023, c'est une étude scandinave, suédoise plutôt, bon, scandinave, et qui a fait une comparaison très intelligente. Donc, il a comparé le suivi et la trajectoire des patients qui ont développé une récidive biochimique après traitement local, par radiothérapie ou bien par prostatomie radicale. Alors, le premier constat, c'était quoi? C'était que le risque de récidive biochimique chez les patients au risque est plus élevé dans le groupe prostatectomie radicale. Là aussi, les patients qui ont eu une radiothérapie, ils ont eu une hormonothérapie. Le deuxième constat, c'est que les patients qui ont le risque de mortalité était plus élevé dans le groupe qui a récidivé après radiothérapie, hormonothérapie. Alors, on attend avec impatience les résultats de l'étude prospective. C'est une étude scandinave. Alors, l'essai, donc c'est l'essai SPCG15, c'est la première étude randomisée prospective phase 3, qui compare deux bras dans les groupes haut risque et très haut risque, et qui compare radio-hormonaux à la prostatectomie radicale, avec curage étendu, avec plus ou moins la radiothérapie adjuvante, plus ou moins l'hormonothérapie. Alors, les critères d'évaluation, c'est la survie globale, la survie spécifique, la survie sans métastase et la qualité de vie. Ils ont randomisé jusqu'à présent 800 patients avec un minimum de suivi à 10 ans. Les résultats donc sont prévus courant l'année 2026. Et c'est la vraie étude qui va permettre une comparaison directe entre prostatectomie et radio-hormonothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le moment concernant la prostatectomie? Alors, chez les patients localisés au risque, la prostatectomie multimodale est une option thérapeutique sérieuse avec une force de recommandation forte. Chez les patients qui ont un cancer très haut risque défini par les critères de STAMPID et qui sont CN0, là aussi la prostatectomie est une option, mais avec une force de recommandation qui est faible. Alors, est-ce qu'on peut reproduire la même chose qu'on a fait avec la radiothérapie? Les radiothérapeutes, ils ont amélioré leurs résultats grâce à l'intensification locale par l'escalade de dose et grâce à l'intensification systémique. Est-ce qu'on peut reproduire la même chose avec la prostatectomie pour améliorer davantage ces résultats oncologiques? Alors, qui dit intensifier la chirurgie dit qu'il faut réaliser une prostatectomie large sans conservation des bandelettes vasculaires nerveuses, surtout chez les patients défavorables ayant un stade T3, T4 à l'IRM, mais avec un Gleason avec un N0 clinique. Bien qu'il y a des études qui ont démontré qu'il est possible de conserver les bandelettes chez des patients hyper sélectionnés qui ont un haut risque unilatéral, avec des critères bien précis à l'IRM. Le curage ganglionnaire. Le curage, il doit être étendu. La première étude qui a démontré le bénéfice oncologique en termes de récidive locale et de risque de récidive métastatique a été publiée récemment. C'est celle de l'hôpital de Memorial Sloan Kettering de New York.
Et donc, il a été publié initialement en 2021, il est actualisé en 2024, et qui a démontré de façon significative qu'il y a un bénéfice oncologique du curage étendu. Donc, ils ont pris 1500 patients qu'ils ont randomisés en deux groupes, groupe curage limité, groupe curage étendu. Un seul centre, c'était le MSKCC, et c'était les mêmes chirurgiens qui ont été croisés tous les 3 mois. Un groupe qui fait le limité et un groupe qui fait le curage étendu. Donc, et la courbe qu'on voit donc ici à droite démontre très bien que il y a un bénéfice oncologique. La survie à 10 ans était de 88% chez les patients avec curage étendu contre 85% chez les patients avec curage limité. Donc, le curage dans le risque doit être étendu. Il permet une meilleure stratification et permet également d'orienter et d'adapter la prise en charge. Ce curage doit être réalisé chez les hauts risques, même avec un PSMA négatif. Donc, l'étude a démontré que le PSMA, il a une sensibilité de 58%, et il a une valeur prédictive de 87%. Ça veut dire que il y a un risque que 13% des patients au risque avec PSMA négatif qui vont avoir une atteinte ganglionnaire occulte. Ça veut dire qu'on risque, si on ne fait pas de curage, on risque d'exposer 13% des patients à un risque métastatique. Alors, on était à une conférence il y a une semaine avec Sikouchani qui m'avait posé la question. En 2021, la même publication avait démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes de récidive biochimique. Donc, j'avais pas de réponse. J'ai appelé l'investigateur qui m'a envoyé les diapos pour pouvoir expliquer ça. Alors, eux aussi, ils sont partis sur plusieurs éventualités. La première éventualité qui se sont posées, c'est que, est-ce qu'il y a un retard dans la prise en charge au moment de la récidive? Est-ce que c'est ce retard-là qui explique cette discordance? Le retard était de 2 à 3 semaines, c'était pas significatif. Ils se sont dit aussi, est-ce que les patients PN+, étaient pris en charge plus rapidement que les PN0? Donc, il n'y avait pas de délai significatif. Ils ont analysé le PSA à la récidive, la vélocité PSA à la récidive, donc il n'y avait pas de différence significative. Ils ont également pensé au type du traitement de rattrapage. Est-ce qu'il y avait une différence? Il n'y avait pas de différence. Le seul élément qui explique cette discordance, c'est le statut ganglionnaire pathologique et le nombre de ganglions qui sont atteints. Alors, plus on fait du curage, plus on va réduire la charge ganglionnaire métastatique. Et plus on va réduire ce risque d'auto-ensemencement métastatique à partir de l'atteinte ganglionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat de la prostatectomie chez les patients au risque? Les résultats oncologiques, on a l'étude EMPACT. L'étude EMPACT, il a étudié 2994 patients au risque ayant subi une prostatectomie avec évaluation de la survie globale et la survie spécifique à 5 ans et 10 ans. Alors, globalement, les résultats étaient bons. Ils étaient presque équivalents à ceux de la prostatectomie radicale. À ceux de la radiothérapie plutôt. Alors, par la suite, sur le plan fonctionnel. Donc, souvent, on avait associé la prostatectomie de haut risque à des suites péropératoires défavorables. Donc, on a cette base de données de musique, donc au Michigan. Donc, c'est 1635 patients au risque, dont 840 étaient des patients très haut risque. Et ils ont constaté que le périopératoire de ces patients était presque identique à celui des patients à risque faible ou à risque intermédiaire avec un taux de réadmission qui était faible, un risque de plaie rectale qui était de 0,1% avec un risque de perte sanguine qui était minime. Alors, puis, donc, on a comparé les résultats fonctionnels de la prostatectomie dans le haut risque et ceux de la radio-hormonothérapie. Donc, l'étude, il a démontré que sur le plan urinaire, il est vrai qu'il y a plus de complications urinaires avec la prostatectomie. Mais à 10 ans, quand on a suivi les résultats à 10 ans, la radiothérapie expose à plus de risques de troubles fonctionnels sexuels. Alors, qu'en est-il maintenant de l'intensification systémique? Est-ce qu'on peut reproduire les mêmes résultats avec l'intensification systémique de la radiothérapie? Alors, c'est quoi le rationnel de faire une intensification systémique? Le rationnel théorique, c'est réduire le stade clinique, faciliter l'acte chirurgical, réduire le taux de marche chirurgicale positif et assurer un meilleur contrôle de la maladie micrométastatique. Alors, est-ce qu'il y a place à la chimiothérapie néoadjuvante? On a un essai, l'essai Alliance, qui a été publié donc en 2020. Alors, l'essai Alliance, il a évalué l'effet de la chimiothérapie en situation néoadjuvante à la prostatectomie avec critères d'évaluation la survie sans récidive biochimique.
Alors, après un suivi de 3 ans, quand on voit bien, très bien sur la courbe, il n'y a aucun bénéfice. Alors, pour le moment, la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de la chimiothérapie en situation néoadjuvante à la prostatectomie. Maintenant, est-ce qu'il y a une place à l'hormonothérapie? Donc, plusieurs études ont été publiées qui ont évalué l'hormonothérapie à base d'hormonothérapie de première génération avec l'acétate d'abiraterone, l'enzalutamide ou bien l'apalutamide autour de la prostatectomie. Mais l'élément qui est faible dans l'étude, c'est qu'ils n'ont évalué que les résultats histologiques. Il n'y avait aucune donnée sur la survie globale, sur la survie spécifique et sur les métastases. Donc certes, on a un avantage histologique, mais on n'a aucune donnée oncologique. C'est pour cette raison que pour le moment, l'hormonothérapie dans la prostatectomie du haut risque n'est pas encore recommandée. Il faut attendre, il y a des études prospectives en cours qui sont très intéressantes. Nous avons l'étude Arneo qui a évalué l'apalutamide autour de la prostatectomie. Donc, on a les premiers résultats, ils sont assez intéressants, puisque à 3 ans, donc il y a eu une réduction du volume tumoral, et il y a surtout une amélioration du stade pathologique si on voit la courbe qui est là à gauche, donc les résultats ne sont pas encore matures, il y a un gain en survie, sans métastase. Donc, cela suppose que cette hormonothérapie autour de la prostatectomie pourrait avoir un avantage oncologique. Une étude encore en cours qui est plus intéressante, qui sera publiée en 2027, en avril 2027, c'est l'essai Proteus, qui évalue l'apalutamide en pré- et en post-prostatectomie. 6 mois avant, 3 mois après la prostatectomie. Il y a également l'étude Sugar, c'est une étude française, qui évalue le darolutamide après la prostatectomie. Et enfin, on a l'étude APA-RP, donc c'est aussi une étude qui va évaluer l'apalutamide autour de la prostatectomie, donc on n'a pas encore les résultats, mais ça va probablement changer. Donc on a le premier résultat qu'on a, c'est qu'après 24 mois de l'étude APA-RP, on n'a aucun patient a développé d'oxyde biochimique. Alors en conclusion, je dirais que le progrès technique actuel, notamment la laparoscopie et la chirurgie robot assistée, vont améliorer le contrôle local, réduire le risque de marge et permettre un curage glomérulaire extensif avec un minimum de conséquences fonctionnelles. Pour le moment, le traitement systémique intensifié, il est validé pour la radiothérapie, surtout chez les patients stampides très haut risque. Il est au stade d'essai, il y a 4 essais qui sont en cours pour la prostatectomie. Alors, la prostatectomie radicale multimodale est une option thérapeutique sérieuse. C'est des patients sélectionnés. Il faut savoir sélectionner ces patients. Dans le haut risque, c'est un groupe qui est hétérogène. Il y a les bons hauts risques, il y a les mauvais hauts risques. D'ailleurs, donc la survie entre les deux groupes, il varie de 49 jusqu'à 80% des cas à 5 ans. Donc, il faut savoir sélectionner les bons candidats à la prostatectomie chez le patient haut risque. Je vous remercie. Le malade. J'ai oublié le malade. Alors, le malade, il a été opéré. Il a été opéré parce qu'il était symptomatique sur le plan urinaire. On n'a pas fait de conservation des bandes vasculaires nerveuses. C'était une prostatectomie large avec un curage étendu. Nous, on est habitué à faire la prostatectomie par voie sous-péritonéale, mais chez ce patient, on l'a fait par voie transpéritonéale pour pouvoir faire un curage étendu. Voilà. L'anapathe, c'était également un glaison 7, et le cancer c'était un T2 finalement. C'était un T2, c'était pas un T3. D'ailleurs, un grand nombre de patients T3 donc vont regresser en T2 à l'anapathe définitive. N0 effectivement. N0, R0, oui. Elle était à 0,03, à 0,01, pardon. C'est Hamid, donc tu as présenté les résultats de la prostatectomie dans le haut risque, mais chez des patients qui ont été explorés par imagerie conventionnelle. Oui. Or, aujourd'hui, le PSMA permet de détecter 23% des patients initialement diagnostiqués pour haut risque qui sont métastatiques. Et cependant, chez ces malades, chez qui on fait une prostatectomie, c'est ces malades qui ont un échec thérapeutique de la prostatectomie radicale, qui en font des rechutes biologiques.
Et je pense donc le message, c'est que avant d'opérer un malade ayant un haut risque, il faut explorer par un PSMA pour mieux sélectionner les patients pour la chirurgie. Tout à fait d'accord. Oui. Maintenant, on commence à faire les PSMA. Je pense que pour tous les hauts risques, on commence à faire les PSMA chez les tout hauts risques avant la prise en charge. Que ce soit par prostatectomie ou bien par C'est une par histoire chirurgie. d'école. Histoire d'école, effectivement. En principe, logiquement. Mais les toutes les réunions scientifiques, toutes les études ont été faites à la base d'un bilan qui est standard traditionnel. Mais c'est une question, comme ce qu'il a dit Abdel, c'est une question d'école. En principe, il nous semble, en tout cas, il y a un service, il me semble qu'il n'est pas logique d'opérer un malade pareil sans PSM opéré. C'est Amr, dans les recommandations, effectivement, ça ne Oui, sort pas dans les c'est ça. recommandations. Ah oui. Mais quand il pose la question aux experts de la PSCC de 2024, tous, bon, le vote était presque à l'unanimité, il faut faire le PSMA. Merci. Hein? NCCN, oui, bien sûr, ça fait partie. Non, Ça fait partie. mais la NCC, NCCN, c'est ouvert. Donc, c'est ouvert, c'est c'est pour ouvert. tout le monde. Ah, c'est pour c'est tout le ouvert. C'est pour les avocats. Oh, ben, voilà, NCCN. c'est pour la- Alors, Je crois que j'ai répondu à ta question la Non, dernière là, fois. le- J'ai répondu. Non, mais le malade, oui. La question de l'atteinte ganglionnaire. Oui, tu La as discordance répondu. entre Tu as les répondu. résultats 2021 Tu et as 2024. répondu, c'est la qualité du curage, c'est le nombre de ganglions qui a fait la différence entre 2021 et 2024. Alors maintenant, j'ai juste une... Oui, c'est ça. Non, Ah, c'est non, c'est pas ça, non. Non, parce que en 2021, le papier a parlé, a dit que le curage n'était pas curateur, il était plus pour le staging. Alors en 2024, Twitter, il reprend et il dit que c'est curateur. Moi, je te posais la question. Non, c'est non, quoi il faut cette savoir, non, il faut savoir définir. Donc, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a la récidive biochimique, il y a la récidive métastatique, Oui, il y a la récidive locale. C'est trois éléments différents. oui, mais Toujours, maintenant, il maintient toujours qu'il n'y a pas de différence significative en termes de récidive biochimique entre curage limité et curage étendu. Mais il y a une différence en termes de risque de récidive métastatique entre le localisé et le métastatique, entre le limité et l'étendu. oui, mais c'est quoi qui fait cette discordance en trois ans? Alors, la discorde, je peux Non. Il a répondu, intervenir. voilà, tu as répondu. J'ai répondu, Tu as répondu. c'est l'évidement ganglionnaire. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je peux répondre. C'est l'évidement qui fait la discorde. Donc, c'est que le fait de laisser, le fait de laisser des ganglions en faisant, parce que quand tu fais un curage limité, c'est 19% de ganglions qui laissent. Non, mais c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est parce voilà. que l'étendue du curage fait que On a il y fait un plus de évidement. ganglions Voilà, c'est pour ça. semer secondairement. C'est Alors ça. moi, j'ai juste Mais ça veut pas dire que, mais c'est les deux groupes ont le même taux de récidive De récidive, biochimique. Voilà, exactement. c'est ça. Alors, juste à la fin, dans ta conclusion, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il y a haut risque et haut Et risque. voilà, c'est un groupe Alors, hétérogène. est-ce qu'on n'aura pas dans l'avenir, comme le risque intermédiaire, le haut risque favorable et le haut risque défavorable? Ah ouais, il est là. Là, c'est une classification. Maintenant, il y a c'est Koutani. Il y a maintenant, il y a la classification d'amicaux modifiés. Rakina. Voilà, qui ne s'est pas entré dans les mœurs Ah, pour le moment. Dans la Il est là. Quel est le haut risque et le très haut risque? Ah. Non, prenons que Là, le haut non. risque, mais deux. Là. Voilà. Là, c'est Koutani. Alors, Qui est le haut risque ou qui est le très haut risque. Le très haut risque, c'est celui qui répond aux critères de Stampede. C'est N+, ou 2 des 3 critères. Ou qui est le haut risque? Le haut risque fait le favorable ou défavorable ou l'intermédiaire. Donc, dans le haut risque, qui est défavorable ou qui est très haut risque. là, je vais répondre aux deux collègues. ça, on passe à la référence. D'abord, pour le haut risque, il y a un critère positif, deux critères positifs, C'est ça. trois critères positifs. C'est ça, oui. Donc, déjà, il est subdivisé en trois. Voilà. Déjà, le même. Est-ce qu'il y a un oui, il est et ou? subdivisé. Parce que et ou. Alors, pour l'atteinte ganglionnaire, nous dire l'évidement ganglionnaire. Un évidement ganglionnaire qui est négatif, c'est pas comme un évidement positif. Mais qui compte positif, si tu as deux ganglions positifs, c'est pas comme si tu as trois ganglions, ce qu'on appelle la densité ganglionnaire. Oui. أنا Oui, ما oui. نهضر أنا مع الأستاذ كوتاني ملي كيكون عندك 3 et plus
تما كان عنده un impact sur le survie. Oui, oui, oui. Sans récidive, l'impact c'est la survie globale, mais également la mortalité liée au cancer. Oui. هادشي اللي كاين علاش لا. هو قال لك التويجر كريم قال لك l'évidement il est important. Ah, oui. Il est important, c'est positif. Oui. Mais c'est positif en cas de densité ganglionnaire positive. On a bien compris. Là, je reprends عاوتاني à chaque fois. C'est la, غادي qui نخرج la من charge ganglionnaire métastatique. Charge ganglionnaire cancéreuse, plutôt. Allez, كنهضر على maintenant, ديما خص ار سي بي لي ار سي بي avec les oncologues les radiothérapeutes les anapathes il faut les inclure et les anapathes actuels كما كاين العطار راه sont des biologistes moléculaires donc راه كيكون معاك donc راه كيعاونك في لا ديسيزيون thérapeutique après. alors on va arrêter pour passer à la radiothérapie. Quand est-ce que ton patient sera irradié?